Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Auditrices et auditeurs cinéphiles, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Le numéro 34 avec un programme aujourd'hui relativement chargé puisque nous parlerons du film événement dont tout le monde parle. Nous aussi nous en parlerons pour rajouter encore un peu d'eau dans le moulin. Je parle bien sûr du Joker de Todd Phillips et puis on parlera de Jamie Neiman de Ang Lee. Bacurao, le film de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles, et de Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma. Pour en parler, je suis encore une fois bien entouré avec mon camarade Lucien Alflans. Lucien, comment vas-tu ? Très bien, et toi Oli ? Salut à tous. Ça va, merci. Donc la question rituelle, si tu devais faire un épisode de transmission sur un film de super-héros, quel film de super-héros choisirais-tu vu que c'est toi qui commence sur le Joker aujourd'hui ? Probablement Suicide Squad, parce que il y a le plus grand acteur de tous les temps dedans, qui est Jared Leto. Merci bien. Manu est là, c'est là avec moi. Comment vas-tu, Manu ? Bien, Olivier. Et toi, par contre, tu vas parler de Bacurao, un film qui cite de manière tout à fait explicite John Carpenter. Donc je sais que tu es un grand fan de Jean Charpentier. Si tu devais faire un épisode de transmission sur un film de Big John, quel film choisirais-tu ? Ça serait un peu difficile de choisir. J'exclurais The Yard, son dernier film, mais après... The Ward. C'est The Yard, c'est un film de James Gray. Ne revenons pas à James Gray. Revenons toujours à James Gray. Et à Carpenter. Et nous l'avons un tout petit peu entendu, monsieur Julien Rombaud. Julien Rombaud, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Tu vas parler, toi, de Portrait de la jeune fille en feu. Donc, si tu devais faire un épisode de transmission sur un film, une romance qui se passe sur une île bretonne, quel film choisirais-tu ? Brokeback Mountain pour commencer à parler avant l'heure du Ang Lee que je n'ai pas vu. Brokeback Mountain, même si j'en ai très peu de souvenirs, si je me rappelle bien, ne se passe pas sur une île bretonne, mais bon, c'est pas très grave, j'admets. Alors, on va commencer tout de suite à parler du Joker de Todd Phillips. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Débarquant avec une hype monstrueuse, acquise notamment grâce au Lion d'Or, il l'a récompensé à la Mostra de Venise, Joker est réalisé par Todd Phillips, à qui l'on doit Starsky et Hutch ou encore la trilogie Very Bad Trip The Hangover, et qui avait commencé à amorcer un tournant sérieux avec War Dogs en 2016. Joker est coécrit avec Scott Silver, un scénariste qui avait travaillé notamment avec David O. Russell sur Fighter. Le film, c'est donc une origin story du Joker, le fameux vilain imaginé par Bob Kane et qui s'oppose à Batman. Dans une Gotham City qui ressemble beaucoup au New York des 70s, Arthur Fleck vit dans un immeuble miteux avec sa maman, gagne sa croûte en faisant littéralement le clown et rêve d'être humoriste de stand-up. Son plongeon dans la folie sera parallèle à celui d'une ville en pleine déliquescence et sur laquelle un certain Thomas Wayne veut reprendre la main. Pour le rôle-titre, Joaquin Phoenix, de quasiment tous les plans, doit s'imposer après les travaux très marquants de Jack Nicholson et surtout de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan, pour rappel.
À ses côtés, ici, aux côtés de Phoenix, donc, Robert De Niro dans le rôle d'un animateur de talk show, Zazie Beetz, Francis Conroy ou encore Brett Cullen. Lucien, qu'as-tu pensé du film Joker de Todd Phillips ? Mais il y a quelque chose de réjouissant à voir les foules se presser pour voir un film inspiré du nouvel Hollywood. Le problème, c'est que derrière, les foules se pressent aussi pour voir un objet marketing survendu, une grosse tarte à la crème, et en plus dont le propos est très peu, voire mal amené, maltraité surtout, et qu'il en devient au mieux gênant, au pire même dangereux, j'aurais presque envie de dire. Alors la faute à quoi ? La faute à énormément de choses, mais surtout à un personnage volontairement mythifié qui n'existerait que parce que ce qu'il représente. Chaque piste lancée par les scénaristes n'amène jamais à rien. Ce personnage a un peu toutes les tares du monde sans qu'aucune n'amène à quelque chose. Très, très rapidement, le film tourne littéralement en rond. Alors j'ai l'impression que Todd Phillips veut faire un film où on aurait de l'attachement pour un terroriste, pour essayer d'en questionner le mal, mais le personnage est pour moi si aléatoirement construit qu'il est absolument impossible d'avoir la moindre empathie. Et le mal, au final, il est pas vraiment fou, il rit vaguement quand il n'y a pas de raison de rire, il est pas vraiment maléfique. En plus, dans le film, le personnage de Thomas Wayne est traité comme étant bien plus méchant que lui. C'est jamais sa faute, c'est toujours... Mais c'est ça, il y a toujours une volonté de déresponsabiliser le personnage tout le temps. Exactement, il y a toujours une raison pour qu'il fasse le mal. Et en plus, le schéma est vraiment... Enfin, c'est pas lui, c'est la société, ou c'est la pression qu'on lui impose. Il y a vraiment un schéma, c'est vraiment pression sociétale, folie, violence, meurtre, chaos, quoi. Voilà, c'est un peu... C'est le discours du film, ça mène à rien, c'est bordélique, moi, ça m'a fait penser à une pub, ce genre de produit qui s'empare d'une imagerie qui se voudrait révolutionnaire pour te vendre quelque chose en creux. C'est juste de l'apparat. Et puis, il y a quelque chose qui est très embarrassant. Le film est vendu dans sa note d'intention comme un hommage au cinéma de Scorsese, via Taxi Driver, la valse des pantins, avec De Niro qui reprend à l'inverse le rôle qu'il avait dans la valse des pantins. Mais le problème, c'est que c'est un film qui n'est jamais malaisant. Là où ces films-là, tu étais vraiment aux côtés des personnages, dans leur névrose, dans leur souffrance vis-à-vis de la société. Et Scorsese n'était pas complaisant avec ses personnages. Comme là, il est d'une complaisance, puisqu'à chaque fois, quand il va commettre un meurtre, quand il fait quelque chose, on lui donne toujours entre guillemets, le beau rôle, c'est la faute à pas de chance. Oui, alors je vais apporter un peu de contrepoint, je crois. Enfin, je vous trouve assez dur avec le film, les amis. Je suis d'accord avec des choses qui ont été dites, et notamment, je crois qu'il y a un vrai problème d'écriture et des facilités d'écriture. C'est pas un film subtil. Vous avez dit, le discours est un peu bas de plafond parfois. Ok, voilà. Mais je trouve par contre que bon, après, je suis un amoureux des acteurs et je crois que peut-être c'est ça qui me fait dire autre chose. Mais quand tu dis, Manu, qu'il est pas malaisant, je suis pas d'accord, moi, par exemple. Je trouve que par Joaquin Phoenix et tous ses gestes et tout transpire une solitude, un mal-être de vivre. Il y a quelque chose de fort, je trouve, qui se joue entre le personnage et comment il est vu par tout le monde. Alors là aussi, ça manque de subtilité. Par exemple, la scène du bus, etc., où il fait quelques grimaces et tout de suite, tout le monde est contre lui. Tu disais, Lucien, tout le monde est contre lui, tout le monde est méchant. C'est vrai que c'est pas subtil. C'est la pantomime, c'est juste ça qui fait. Il y a pas du tout. Le personnage est tellement peu construit que Joaquin Phoenix est un très bon acteur, mais le problème, c'est qu'il a rien pour moi à défendre. C'est du vide derrière. Il est poussif. Et il y a quand même, tu parles de la scène du bus en disant qu'elle est poussive, qu'elle est appuyée. Il y a quand même une mise en scène dans le film qui est symboliquement lourde. Il y a vraiment, c'est littéralement, on le voit 3 fois, je crois, monter des escaliers péniblement, et puis alors après son premier meurtre, il les descend tout guilleret, au ralenti, en dansant, parce que il a tué, il s'est libéré d'un poids social. C'est hallucinant. Il y a une scène quand même où
sans trop spoiler. Il rentre dans un hôpital, si mes souvenirs sont bons. Il se prend une porte automatique qui s'ouvre pas. On voit sortie écrit dessus. Là, il y a un mec qui sort, la porte s'ouvre, il y a un mec qui gueule « attention, c'est la sortie là !» Donc, ok, on a bien compris, le mec va à contre-courant des autres. Enfin voilà, il rit en décalage avec les autres gens quand il va voir un spectacle. Oui, c'est sûr que c'est pas le film le plus subtil qu'on ait vu. Et ton exemple est le bon, notamment. Mais je trouve quand même qu'il y a de la détresse dans le personnage. Je suis pas d'accord pour dire qu'il est poussif. Je trouve que le talent de Phoenix fait que finalement on est avec lui, en empathie avec lui. Et je trouve surtout qu'il y a des scènes spectaculaires dans le bon sens du terme. Je trouve que la scène, par exemple, bon alors avant ça il descend les escaliers un peu guillerés, c'est un peu littéralement un peu facile, mais la scène de course poursuite etc qui se finit dans le métro etc, visuellement je trouve que ça envoie quand même dans moi le film je le trouve dynamique et j'ai envie d'être avec lui parce que il y a toujours une espèce de frénésie comme ça qui s'empare du jeu et évidemment le fait de voir De Niro avec enfin parce que ça fait des années qu'on l'a pas vu c'est un demi De Niro hein, c'est un trois quarts De Niro mais non, c'est un demi-rôle toute la problématique de Niro c'est que il est complètement référencé. Il joue l'inverse du rôle qu'il interprétait dans La Valse des Pantins et tu vois que ça et c'est vraiment problématique. Mais après le truc c'est que le film est tellement référencé lui-même dans toute une histoire d'une longue histoire qui ne peut pas sortir de ses références. Dans ses références, que ce soit celle, enfin il y en a aucune qui soit flatteuse, mais que ce soit celle à La Valse des Pantins dont on parlait maintenant, qui n'amène à rien, celle de Taxi Driver où oui en effet le film partage un canevas assez proche, mais bon voilà. Et puis alors il y en a plein, il y a un florilège de citations inutiles. Il y en a au nerf à vif, à Blowout, à Excalibur, juste pourquoi. Et ça pose même une question sur pourquoi il met son film dans cette époque-là. Je ne comprends pas l'intérêt, si ce n'est pour faire un petit clin d'œil. Regardez, je refais du cinéma comme on en faisait dans les années 70. Ça n'a aucun intérêt. Et puis quitte à casser le moule, justement, comme il le fait avec le personnage de Wayne, qui est plus ce milliardaire philanthrope, etc., quitte à casser le moule, mais qui casse le moule un petit peu de cet hommage hyper emprunté à Scorsese, qui l'investisse vraiment, et pas le vider de son sens, parce qu'en fait, il prend le cinéma de Scorsese et il le vide de toute sa substance. C'est sûr qu'il y a un problème de ce côté-là. C'est définitivement pas le chef-d'œuvre annoncé ou le chef-d'œuvre dont pas mal de gens parlent, mais j'ai pas non plus de haine outrancière contre ce film. Je trouve juste que c'est un film qui est globalement mal écrit, voire sous-écrit. Le personnage, je l'achète pas parce que je trouve qu'il est incohérent, qu'il y a plein de choses. Enfin, par exemple, à un moment, il y a tout un suspense qui est construit autour du fait qu'il va plus être médicamenté, alors qu'avant il tenait le coup sur ses médicaments. Et une fois qu'il les a plus, finalement, ça n'impacte pas du tout le récit. Par exemple, c'est un bête truc. Le truc du rire qu'il peut pas contrôler, c'est pas non plus vraiment exploité. Enfin, il y a aussi plein de trucs, des moments où il se met à danser comme ça un peu tout seul que j'achète pas. À un moment, il rentre dans un frigo, j'achète pas. Il y a plein de choses qui font que le personnage, pour moi, il est incohérent. Après, je trouve que le film est sous-écrit parce qu'il rentre jamais dans... Je trouve qu'il s'arrête toujours à des moments qui deviennent intéressants. L'exemple, le mec veut être comédien de stand-up. Et à un moment, il monte sur scène. Il y a un moment gênant. Et tout de suite après, au lieu de continuer d'écrire la scène et d'aller se frotter à la scène et de voir vraiment ce qui se passe, et le Todd Phillips nous balance de la musique et on est volé d'un enjeu qui se nouait là. C'est vrai que cette scène s'arrête un peu à l'acmé, au moment où ça peut décoller. C'est juste au moment où tu pourrais sentir l'humiliation du personnage. Tu ne la ressens jamais, tout le film. Et chaque fois, ça s'arrête avant. C'est à chaque fois prévenu par la musique. J'ai l'impression que chaque fois qu'il va vaguement se passer quelque chose dans le film, il y a une musique avant qui te prévient de ce qui va se passer. Donc ça casse aussi la dynamique. Mais je crois, Manu, qu'il a peur d'une complaisance et que c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai problème. Mais c'est vrai que il est hyper complaisant. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a un vrai problème sur l'empathie que tu as avec le personnage, quoi. Parce que les personnes précarisées et qui n'ont pas de bol dans la vie, c'est pas pour ça qu'ils deviennent tous des tueurs fous qui vont commencer à fracasser la gueule de leurs collègues contre les murs. Oui, mais ils comptent un peu sur l'intelligence du spectateur aussi. On va pas tous devenir des tueurs parce qu'on n'a pas de thunes. Tu vois, il y a un vrai pour moi, il y a un vrai souci au niveau de l'empathie qui est généré vis-à-vis du personnage. Moi, je suis absolument d'accord là-dessus et je trouve même que c'est vraiment c'est pire que ça, c'est même un peu dangereux.
je sais pas, dangereux, mais en tout cas, il y a vraiment un problème avec ça, d'autant que il y a un plan quand même, parce que moi, tu parles de films sous-écrits, film est aussi assez souvent sous-mis en scène ou au mieux sursignifiant dans sa mise en scène, et il y a un plan quand même où le spectateur est quand même directement attaché à un personnage qui admire ce personnage de Joker par un regard caméra sur un clown qui porte le masque dans un taxi, qui regarde directement. Il y a vraiment, en plus c'est d'une lourdeur, il y a 3 échanges de regards caméra avec Joaquin Phoenix pour clairement associer le spectateur à ce personnage de clown dans le taxi, et donc à quelqu'un qui admire ce Joker. Franchement, moi quand je vois ça, je suis gêné, je me sens même un peu déshonoré de la part du réalisateur, quoi. C'est un peu à la fois me prendre pour un con et me faire penser quelque chose que j'ai pas spécialement envie de penser. Moi, je suis vraiment gêné avec ça. Et un autre truc que je voulais dire sur le côté sous-mis en scène, je pense que dans le film, on va avoir une 30aine de plans, et franchement, j'exagère pas, sur des lettres. C'est-à-dire, il sait pas mettre en scène, il filme tout le temps des trucs écrits pour nous expliquer ce qui se met. Il n'y a pas un autre moyen de mettre ça en scène, c'est de faire un peu de cinéma peut-être à un moment. Je suis d'accord, j'avais remarqué ça aussi. Mais bon, il y a plein d'exemples comme ça. À un moment, il attend devant l'hôpital, il y a 2 flics qui viennent le voir, et on se dit, il va y avoir une confrontation quand même, comment il va s'en sortir? Il s'en sort, genre juste il leur dit allez vous faire foutre, et il rentre dans l'hôpital. Voilà, à chaque fois il se colle pas aux scènes, quoi. Il y va pas. Jusqu'à... Attention, donc là j'apporte un peu de mesure. Je trouve que le film, une fois que Joaquin Phoenix a complètement pété les plombs, on va dire la dernière demi-heure, là je trouve que le film me happe un peu plus, tout ce qui se passe en effet dans le métro, et je trouve que la scène du talk show, au moins là tu as une scène qui est construite quand même dans la longueur, avec une vraie confrontation, un vrai truc qui se noue, et je trouve que la fin, ce qui se passe dans la rue, c'est plutôt bien foutu, quoi. Là j'étais accroché, mais après cette espèce de parallèle d'une ville déliquescente et du personnage qui perd les pédales, ça rentre au forceps, c'est vraiment au forceps dans le film. Il y va à coups de radio, à coups de gros plans sur des unes de journaux et des trucs comme ça, et donc tu sens que le mec il essaie vraiment de le faire rentrer dans le film, et au début c'est pas du tout organique, ça fonctionne pas du tout, et ça se met à fonctionner, je trouve, dans la dernière demi-heure, mais avant ça fonctionne pas. Tu parlais encore de malaisant, moi je trouve que cette scène du talk show est malaisante. Je trouve que la façon, après c'est vrai que ça met une empathie étrange avec le personnage, ça c'est vrai. Moi je sens pas de malaise honnêtement dans cette scène là. Je pense que si elle fonctionne, c'est juste qu'elle fonctionne parce qu'il t'a laisser entrevoir l'idée qu'il pourrait se tirer une balle lui-même dans la tête, et que c'est pas ça qui va se passer. La tension qui naît, elle est principalement là. Moi, le problème, c'est quand tu parlais de pistes narratives qui vont nulle part, une des plus grosses, c'est celle avec sa voisine, parce que la scène de la confrontation avec elle à la fin, il élude complètement la confrontation. Il ne traite pas cette confrontation. Cette histoire est une arnaque narrative, parce que jamais, par la mise en scène, il traduit le fait que, entre guillemets, ce personnage-là aurait peut-être inventé cette histoire. Et puis je trouve que moi effectivement, comme Lucien le disait, le discours sur la violence est hyper ambigu, je dirais plutôt crétin, parce que j'ai pas envie de l'attaquer sur le côté limite faf, mais c'est vraiment problématique. Un justicier dans la ville, c'est malaisant. Un taxi driver, c'est malaisant. Ça, c'est du popcorn. Pour le coup, tu parlais de violence faf. Moi, en sortant du film, je me suis calmé depuis, mais en sortant du film, j'étais vraiment fâché sur ce que j'avais vu. Il y a aussi une scène, c'est une parenthèse, mais il y a quand même une scène où il fait de l'humour graveleux avec un nain apeuré qui n'arrive pas à ouvrir une porte, quoi. Je veux dire, ça c'est gênant aussi, hein, dans le genre. À quel moment on peut écrire une scène comme ça, la tourner et la garder au montage? C'est pas possible, quoi. Il y a un moment, t'as un peu de bon sens. Je voulais en parler de cette scène, effectivement. C'est là que je dis les facilités d'écriture, et en plus, je sais pas, elle m'a fait penser à certaines scènes d'un film qui a bien fonctionné dans le même genre d'état d'esprit, qui était Three Billboards, il y a 2 ans, genre, où il y avait aussi un peu de complaisance avec voilà, là on parle du nain par exemple qui n'arrive pas à ouvrir la porte, mais en même temps, si cette issue est un peu racoleuse dans la scène, je trouve que voilà, la confrontation qu'il y a entre le clown qui vient le voir et Joaquin Phoenix fonctionne bien. Je trouve que dans le dialogue et dans la mise en tension qui se passe vis-à-vis l'un de l'autre, ça fonctionne bien. C'est le meurtre facile, c'est le meurtre hyper confortable, parce que justement typiquement s'il faisait le même meurtre avec la voisine
là, tu aurais un problème d'empathie et tu aurais une problématique vis-à-vis du personnage. Ouais, et l'autre, c'est un peu sa faute quand même. Donc l'autre, c'est un peu sa faute parce que c'est quand même un connard, c'est lui qui lui a donné le flingue, c'est en plus lui, en fait, il vient, mais pas vraiment pour ça, s'intéresser à lui, c'est problématique. Quand tu traites de la mort de personnage de cette manière-là, c'est vraiment crétin. Je crois qu'en fait Julien et moi n'avons pas non plus suffisamment aimé le film pour le défendre devant deux personnes pleines de haine comme Lucien et Manu. Voilà, donc on ne va pas s'attirer que des amis après cette émission, mais c'est pas grave. Maintenant on va enchaîner avec Gemini Man, le film d'Ang Lee. I think I know why he's as good as you. He is you. 25 years ago, they made you from me. They chose me because there's never been anybody like me. We have to end this right now. You have all of his gifts without his pain. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice to do this to me. This thing that you're struggling with, it's fear. Embrace it and then overcome it. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Ang Lee est un réalisateur taïwanais remarqué au début des années 90 avec des films comme Garçon d'honneur en 93 ou Salé sucré. Depuis, il travaille majoritairement en Occident, où il a une carrière, disons, aventureuse, signant des blockbusters à la limite de l'expérimental, comme Hulk en 2003 ou L'Odyssée de Pi en 2012. Mais aussi des films plus Academy Awards friendly, comme Raison et Sentiment, ou Le Secret de Brokeback Mountain. Il est néanmoins retourné par 2 fois en Asie pour réaliser sans doute 2 de ses meilleurs films, l'hommage au Wu Xiapan Tigre et Dragon ou le film d'espionnage érotique Lust Caution. À l'instar de James Cameron ou Robert Zemeckis, Ang Lee est aussi un défricheur des nouvelles techniques de 7e art. En effet, après Un jour dans la vie de Billy Lynn en 2016, Gemini Man est le second film de suite qu'il tourne avec la technologie dans un format haute définition en 4K, en 3D et avec une vitesse de défilement de 120 images par seconde. On rappelle au passage que la vitesse de défilement normale est de 24 images par seconde. Le script de Gemini Man est plutôt simple. Henry Brogan est un tueur à gages vieillissant à la solde d'une organisation internationale. Alors qu'il souhaite prendre sa retraite, ses anciens employeurs tentent de l'éliminer, et ceci en envoyant à ses trousses son clone 30 ans plus jeune que lui. Nous voyons donc dans Gemini Man Will Smith dans un double rôle, vieux et jeune, grâce à la technologie de la performance capture, mais aussi Mary-Elizabeth Winstead ou encore Clive Owen. Olivier, tu commences sur le film. Oui, mais ça va être compliqué de commencer parce que en fait, on peut pas vraiment dire que j'ai vu Gemini Man. J'ai vu plutôt une impression Gemini Man. Je suis dans la même situation. Même si je sais que on a décidé dans cette émission de ne pas faire de formule néophienne, voilà, c'est plutôt ça qui s'est passé pour moi. Et voir le film dans ces conditions-là, c'est un peu comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. C'est juste impossible, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'exploitation de Gemini Man dans les conditions qui sont voulues par le réalisateur Ang Lee est vraiment chaotique, on peut dire ça. Je veux dire, c'est assez catastrophique. Parce que je veux dire, pour le coup, on a fait un peu le tour des exploitants belges pour savoir qui l'exploitait, soit en 60 images par seconde, soit en 120 images par seconde. Et c'était très compliqué d'avoir des retours des exploitants dessus. Ils communiquent très peu. Et en plus, on a eu plusieurs problématiques quand on est même allé voir le film en salle. Quoi, oui, c'est-à-dire que moi, je vais pour une séance qui était soi-disant en 3D, mais j'arrive au cinéma et on me dit que en fait, la séance sera en 2D parce qu'ils l'ont sorti de la salle 3D parce que le film faisait pas assez d'entrées, j'imagine. Voilà, donc finalement, j'ai vu le film en 2D et en VF. Donc, ce que j'ai pu faire en fait en voyant Gemini Man, c'est m'imaginer, essayer de m'imaginer quel film était Gemini Man. En fait, donc ce que je peux dire, c'est que
globalement, hein, pour parler de l'histoire m'a pas intéressé. J'ai trouvé le film souvent assez bavard. Je trouvais que l'histoire était pas, m'intéressait vraiment pas. Je trouvais qu'il y avait pas mal de séquences, notamment d'exposition, qui étaient filmées de manière. Enfin, je trouvais ça assez plat, pas très inspiré. Puis après, forcément, il y a les scènes d'action qui, d'un coup, sont en effet ultra bien découpées, sans doute ultra spectaculaires quand tu les vois dans les bonnes conditions, qui jouent constamment, enfin beaucoup d'effets de profondeur de champ. Il y a notamment, je pense que le highlight, hein, la scène vraiment phare pour ça, c'est la poursuite à Carthagène. Il y a tout un effet, enfin tout un travail. On voit tout un travail sur un système de reflets, sur Will Smith à ce moment-là, un fusil avec comme un double foyer, enfin il a 2 viseurs, c'est très bizarre, et en fait Ang Lee va jouer de plan à travers les viseurs qui, j'imagine, donne quelque chose de tout à fait différent quand tu le vois dans les bonnes conditions. Voilà, c'est un Ang Lee, par exemple, l'Odyssée de Pi, moi c'était, je pense, le plus beau film que j'ai vu en 3D, dans le sens où c'était le film qui exploitait le mieux, je trouve, cette technologie de manière vraiment poétique. Et je pense que exploitant une telle technologie, là, le 120 frames par seconde, il doit y avoir quelque chose, mais que moi je ne saisis pas, en tout cas avec la vision du film telle que je l'ai eue, quoi. Après, ce qui est étrange aussi avec ce film, c'est que ici le scénario, donc on sait qu'il a traîné longtemps à Hollywood, et pour moi, je vois pas ce qui a pu vraiment. Je me pose vraiment la question de ce qui a pu intéresser Ang Lee dans ce scénario-là, sachant qu'il avait fait déjà avec la même technologie un film avant qui était un drame, donc Un jour dans la vie de Billie Lynn, qui était beaucoup plus intéressant, enfin voilà, toujours, c'est mon avis. En tout cas, au niveau dramatique et. Je peux juste pour te. Je pense que ce qu'il est allé chercher dans ce film-là, c'est justement, à mon avis, lié à la réception de Billie Lynn, qui a été quasiment pas exploitée dans la manière dont il avait été conçu en 120 images par seconde à travers le monde. Et je pense qu'il est arrivé sur Gemini Man avec ce film-là, en l'appréhendant comme un cheval de Troie. Juste un dernier truc, c'est par rapport à l'autre défi technique du film, qui est ce fait d'avoir un double de Will Smith jeune. Là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne quasiment à 90% du film. On achète vraiment le truc, à l'exception de la première scène où il discute sur le lit avec Clive Owen. Je trouve que là, il y a quelque chose encore d'étrange qui nous rapproche de cette vallée, voilà, ce fameux concept de plus l'androïde est proche de l'être humain et plus on va voir le défaut le minime. La vallée de l'étrange, Olivier. La vallée de l'étrange, voilà. Donc parce que voilà, il y a un Will Smith jeune, c'est le prince de Bel-Air qui est de retour, il est là, il a 20 ans et ça marche quasiment tout le temps, selon moi. Voilà. Lucien. Bah ouais, moi comme toi, je pense que c'est pas plus mal que je prenne la parole maintenant, comme ça on laisse quelqu'un qui a vraiment vu le film terminer. Comme toi, Oli, moi je suis un peu gêné de parler du film parce que je l'ai vu un peu dans les pires conditions qui soient. Et comme toi, je dois parler voilà. Donc pour moi, ça reste un film que j'ai trouvé relativement sympa et qui, même en 2D, tente quand même à plusieurs moments de questionner le rapport à l'image et à l'identité. Même en 2D, encore une fois, et dans les mauvaises conditions, on sent une mise en scène qui, dans les scènes d'action, est très inspirée. Tu parlais des lunettes à double foyer, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur les miroirs, qui sont quand même intéressantes, qu'on ne voit pas spécialement, qu'on ne voit pas dans un Marvel, par exemple. Après, oui, la construction et l'équilibre scénaristique du film tient pas vraiment à chaque problème. Il y a une solution qui tombe un peu de nulle part. Enfin bon, voilà, c'est pas. Et au final, en plus, le traitement intellectuel de son sujet va pas hyper loin. Malgré ça, j'espère que le film fera date, parce que c'est grâce à ce genre d'avancée que, comme le cinéma l'a toujours fait depuis sa naissance, qui continuera à exister, et non pas dans une lutte contre les plateformes Netflix, etc., mais juste avancer en parallèle, proposer d'autres choses, et c'est ça qu'essaye de faire Ang Lee, garder le pouvoir d'attraction. Garder le pouvoir d'attraction, ouais. Voilà, je vais peut-être surtout laisser parler Manu.
Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, de toute façon, l'exploitation et de ne l'avoir qu'entrevu et de l'imaginer. Moi, je l'ai déjà entrevu à 60 images secondes et pas à 120, mais c'est juste complètement saisissant. C'est-à-dire tous les soucis que tu pouvais auparavant avoir dans la 3D, certains problèmes d'amorce, de bord cadre, etc. Là, la 3D d'une fluidité en 2 plans, tu es dedans, c'est absolument sidérant. Il y a vraiment un sentiment, une sensation d'hyper-réalisme. Tu as un degré de détail, ce qui fait qu'à un moment, tu perds tes repères un petit peu de spectateur habituel, parce que tu vas te retrouver fasciné par des détails du film. À un moment, la scène à la marina avec Marie-Elisabeth Winstead, j'étais focalisé sur ses cheveux qui ondulaient. T'es dans ce degré-là, t'es dans un degré d'impressionnisme à ce moment-là où il est abouti à quelque chose qui est vraiment un peu ce qu'avait fait d'une certaine manière Michael Mann quand il s'est emparé de l'image numérique, et ce qu'il faisait avec justement aussi un gros blockbuster rutilant qui était Miami Vice, cette sensation d'hyper-réalisme et d'aller travailler dans du détail, et c'est pas étonnant que justement ça soit le même chef-op, c'est Dion Deby qui fait la photo de Miami Vice et qui fait la photo de Jimmy Neeman. Il y a vraiment la sensation d'être vraiment là. Par exemple, c'est un film d'espionnage à échelle internationale, donc on bascule de pays en pays, et t'es vraiment pas dans un aspect carte postale, tu y es. Quand tu es au Terme à Budapest, il y a 2 plans qui se passent en extérieur, t'as vraiment une sensation d'y être. Pour avoir vu le film de Xavier Jans, qui est une comédie française plutôt drôle, et qui a une scène qui se passe au même endroit, et qui est beaucoup plus développé, t'as jamais le sentiment d'y être. Ce travail sur les textures, que ce soit au niveau de l'architecture, à Carthagène, ces aplats de couleurs, tu te perds dans les arrière-plans. C'est déjà même un peu le cas en mauvaise condition. C'est assez sidérant ce travail-là qu'il met en place. Et donc, en fait, oui, j'ai fait l'expérience d'aller le voir là, juste avant qu'on enregistre la séquence d'intro en 2D. Ouais, bah, tu perds beaucoup, mais parce que tu perds en fait toute la sensation. Il y a notamment tout ce qui est le travail au ralenti, la séquence qui se passe vers la fin, où ils sont mitraillés au sein d'un bâtiment et tout se met à exploser autour d'eux. C'est hallucinant. Tu es dans une sensation que j'ai peut-être jamais eu, ou que j'avais oublié, mais un effet très premier vis-à-vis du cinéma. C'est notamment cette scène-là, notamment le travail sur le ralenti, moi je l'ai trouvé hallucinant. C'est vertigineux. Tu as vraiment un travail sur les matières. C'est Scorsese, quand il avait fait Hugo Cabret, qui parlait justement il parlait de la 3D, de la sculpture. C'était un aspect vraiment de travail sur les textures, les matières, qui fait que tu as une sensation d'hyper-réalisme qui t'immerge complètement dans le film, au-delà de l'enveloppe très surannée en fait, de l'intrigue. Et donc voilà, ce n'est un film que de sensations, j'ai envie de dire, mais c'est dommage que la majorité des gens ne vont pas le voir dans ces conditions-là. Oui, j'allais te dire, combien de personnes vont voir ce film dans les bonnes conditions en Belgique? Aucune. Très peu, je ferai pas le pari, mais je veux dire, la manière dont ça a été, la croix et la bannière, je le disais, pour déjà obtenir, de savoir quelle salle allait le diffuser, dans quelle technologie. Et de voir en plus que même quand tu y vas, au final, on a déplacé le film, on le passe pas en 3D, on le passe en 2D. Ok, il y avait peut-être pas beaucoup de gens dans la salle avant, mais faites votre boulot. Faites votre boulot d'exploitant, de mettre en avant ça, de dire venez chez nous, vous allez vivre quelque chose que vous ne vivrez pas dans la salle à côté. C'est dramatique qu'il n'y ait pas un boulot de la part des exploitants de se dire c'est typiquement ce genre de films-là qui sont amenés à te ramener en salle. Parce que l'expérience de la salle va être inégalée à ce moment-là. Tu sais que ce que tu vois dans cette salle-là, tu ne le verras pas ailleurs. Tu ne le reverras plus quand le film sortira en vidéo. Il y a une rupture dans le discours, parce que souvent, la plupart des exploitants qui peuvent tenir ce genre de discours vont aussi dire « Nous, on ne collabore pas avec Netflix, on ne prend pas les films Netflix parce qu'on a un problème politique par rapport à la proposition de cinéma à la maison, de plateforme de type Netflix. » Et à côté de ça, ouais, comme le dit Manu, quand il s'agit de proposer autre chose, on n'ose pas trop, ou bien parce que ça coûte trop cher, ou bien pour des raisons obscures. C'est surtout que l'argument, c'est le gros cinéma américain, parce que c'est Will Smith, c'est Bruckheimer, mais il y a 3 ans, ils ont fait le même coup pour Billy Lynn, et donc à mon avis, c'est que quand il y aura Cameron qui sera là pour venir imposer le processus, mais à part lui, qui c'est qui va sauver un peu les salles de cinéma? Je sais pas. Merci messieurs, je pense qu'on a été assez long et le débat a dépassé nos considérations habituelles, mais je trouve ça très bien. Donc on va passer maintenant à Bacurau.
dia tu vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Linda. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? Après Les bruits de récif et Aquarius, Bacurau est le troisième long métrage du Brésilien Kleber Mendonça Filho, mais pour la première fois, il co-signe le scénario et la réalisation avec son ancien chef décorateur Juliano Dornelles. L'action du film se déroule dans la région du Nordeste, d'où le réalisateur est originaire, une ancienne région agricole aujourd'hui exploitée principalement pour le pétrole et surtout le tourisme. Le film compte à son générique Barbara Collen et Sonia Braga, qu'on retrouve après Aquarius, mais aussi Udo Kier, l'acteur allemand qui traîne son regard bleu presque transparent depuis le milieu des années 60 et égérie entre autres de Paul Morrissey, Rainer Fassbinder, Gus Van Sant, Lars von Trier ou Uwe Boll. Alors, le pitch, c'est quoi ? Ça se passe dans un futur proche. Teresa est une femme d'une trentaine d'années. Elle rentre dans son village natal et reculé de Bacurau pour assister à la veillée funéraire de sa grand-mère, Carmelita. Nous faisons alors la connaissance des habitants du village, souvent hauts en couleur et qui vivent en quasi-autarcie. Un matin, le professeur local se rend compte que le village n'apparaît plus sur les cartes disponibles sur Internet. Le réseau téléphonique se coupe et d'autres événements étranges et de plus en plus dangereux frappent la communauté. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Moi, j'y allais un petit peu à reculons sur Bacurau parce que la manière dont le film a été vendu à base de hashtag Carpenter, hashtag Romero, hashtag Borman, hashtag Deodato, je me disais ça va être un film qui va aussi beaucoup manquer d'identité. Dans ces hashtags, il y a un hashtag qui aurait été plus adéquat, à mon avis, c'était plutôt un hashtag Jodorowsky. J'ai vu beaucoup de parenté avec le cinéma de Jodorowsky plutôt qu'avec toutes ces références. C'est un film qui ne va pas avoir vraiment de personnage principal. Il y a une très belle idée que ça va être le village entier et donc on ne va pas s'appesantir sur un personnage en particulier. Donc non, j'étais plutôt en fait agréablement surpris par le film, peut-être du fait de ma réticence au départ. J'ai trouvé justement, j'ai beaucoup aimé cette liberté de ton qu'il avait, d'être iconoclaste mais en restant toujours ludique. Après, si j'avais un petit point négatif à développer, c'est que les antagonistes du récit, les méchants, je trouve qu'ils sont assez mal amenés, assez lourdement, c'est pas très clair. Tu ne sais pas trop où le film veut se diriger avec cette piste-là. Et donc voilà, je trouve qu'il est réjouissant dans sa liberté de ton, il est un peu confus dans son propos à mon sens. Je suis d'accord avec ce que tu dis et en même temps véritablement contre parce que je suis d'accord avec cette histoire de film choral, mais pour moi justement il me perd. Moi je trouve que le film il avance longtemps crypté et qu'il y a un peu une espèce de sfumato comme ça où je ne sais pas qui sont les personnages, je ne sais pas ce qu'il veut raconter et effectivement à un moment donné il nous balance une scène assez explicative à table avec l'origine un peu ou ce que veulent un peu les méchants et voilà, j'ai l'impression que tout d'un coup on vient m'apporter ce qui me manque pendant 1 heure dans le film et qu'on me l'explique de manière trop théorique alors que je ne le comprends pas dans le film. En fait, j'ai l'impression que le film est 1 heure au moins à se développer. Je suis avec une fois que les choses s'accélèrent, mais au départ, je suis un peu paumé. Je crois que c'est une volonté de sa part. Enfin, ça fait partie de son propos en fait de ne pas traiter les personnages séparément, de ne parler que d'un village. Tu dis que tu mets un peu de temps à rentrer dedans, mais c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Cette espèce de travail sur le rythme et sur la temporalité du film qui parfois pour moi peut toute proportion gardée, vraiment bien gardée, mais peut convoquer Léon. C'était pour moi difficile dans sa première partie de situer le film. Il y a un rythme un peu éthéré, même dans sa première heure c'est assez lent et puis plus le film avance, plus des accès de violence arrivent et tu parles de Jodorowsky, moi j'ai pensé un peu
parce que le film m'a semblé assez référencé à ça, mais j'ai pensé à La Horde sauvage, mais en version cartoon sous psychotrope. Il utilise plein de codes des films auxquels il fait référence, mais en les détournant un peu, je trouve assez intelligemment pour proposer quelque chose de singulier, d'excessif, de presque vulgaire, voire même paillard à certains moments, mais que j'ai trouvé intéressant. Puis il y a ce discours qui, moi, m'intéresse aussi, qui est extrêmement appuyé, on est d'accord, qui est loin d'être fin, mais que je trouve pas aussi foutraque que vous le dites. Moi, j'aime bien pas comment par la symbolique il traite tout un pan de la problématique justement, moi, de manière assez radicale. Je pense qu'il aurait pu s'en tenir à la parabole et à la symbolique. Je trouve que quand à un moment il commence à faire des digressions, il y a notamment une digression sur le personnage d'Hugo Kir et les nazis, etc. Tu sais pas trop en fait où il t'amène dans cette scène-là. Si, moi je l'interprète en tout cas. On donnera peut-être ton interprétation, mais moi je la trouve assez peu lisible. La parabole est assez évidente, avec des occidentaux qui se retrouvent à faire les chasses du comte Zaroff au milieu de ce village-là, et ils rajoutent des éléments avec cette fille qui est en train de parler de sa vieille mitrailleuse, ce truc rétro. Il y a un moment, il y a des couches qui finissent par parasiter la chose. Il y a même une scène de chevaux qui débarquent dans le village. Enfin, il y a des éléments qui c'est très belle cette scène. Oui, elle est belle, mais pareil, quand je dis un peu sfumato, c'est qu'il y a quelque chose qui se détache un petit peu. Alors, ça fait aussi le charme du film, c'est vrai, mais il faut s'accrocher. Elle est quand même raccordée narrativement, hein, cette histoire des chevaux qui débarquent. C'est l'annonce de ce qui va arriver, et concrètement, tu sais pourquoi les chevaux ont débarqué le lendemain. Justement, ça, pour le coup, il en fait une imagerie, mais elle est reliée narrativement à quelque chose. Par rapport aux armes dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que ça n'apporte rien narrativement, mais moi j'ai pris un plaisir parce qu'elles sont toutes très référencées. Il y a un plaisir un peu cinéphile à ça. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une radicalité dans son propos qui me plaît, et je suis d'accord que parfois il s'égare un peu, mais moi j'aime bien sa manière dont il dit un peu que la seule issue possible, c'est la lutte, et comment par le symbole, par des gros symboles, on est d'accord, mais il arrive à parler de ces choses-là sans pour autant répondre à la question de comment on en est arrivé là. Alors ça va évidemment le monde, cette espèce de monde occidental américanisé, le monde tribal qui est vendu aux plus riches, un peu comme littéralement comme un jeu, par des élus locaux véreux, cyniques et narcissiques, et qui, ça m'a beaucoup fait rire, qui proposent quand même des anxiolytiques en suppositoire. Les habitants, ils sont sauvés littéralement par leur histoire et par leur terre, littéralement, vraiment. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et le nazisme, la petite blague sur le nazisme, ça vole pas très haut, mais pour moi c'est une manière de faire référence pour dire qu'aujourd'hui le nazisme il est plus nécessairement allemand, il est aussi brésilien. Oui, mais de la part d'un personnage qui est lui-même allemand, donc je veux dire c'est un peu compliqué. Non, qui est américain lui. Non, Udo Kier il est allemand. Oui, c'est américain. Oui. Mais donc justement c'est pas du tout clair parce qu'on l'insulte de nazi et ça n'amène pas à grand chose. Je trouve le personnage typiquement de la jeune femme avec sa mitrailleuse, vraiment le personnage le plus con que j'ai vu depuis un bout de temps au cinéma. Je veux dire, elle a rien à sauver. C'est quand même c'est très confus en fait. C'est vraiment confus, je trouve. C'est parfois un peu confus. Après, je termine juste sur deux petits points, parce que vous citez les bémols. Moi, j'ai envie de citer les choses que j'ai aimées dans le film. Après, je suis dans les grandes lignes assez d'accord avec vous, mais j'aime aussi la manière dont il incruste ce côté science-fiction par petites touches, et une science-fiction en fait qui est du point de vue de ce village assez pauvre, et donc en fait qui ne diffère pas tellement avec les plus hautes technologies que les plus riches ont déjà aujourd'hui. C'est juste parce que, pour être plus explicite, c'est juste que la soucoupe volante qui te paraît ridicule n'est en fait juste qu'un drone. Ben oui, c'est ça, mais même en dehors de ça, dans le village, il y a des trucs où on se dit, tiens, c'est un peu, ça paraît très étrange de voir ça aujourd'hui dans un village, et en même temps, c'est peut-être juste notre technologie à nous d'aujourd'hui qui se retrouvera là-bas dans 10 ans. Et pour terminer, encore une fois, j'aime toujours beaucoup, Manu en parlait en début d'intervention, la manière dont il traite vraiment tous les personnages du village comme fondamentalement égaux, que ce soit la médecin ou les prostituées. Il y a vraiment, il les filme exactement de la même manière, et ça, je trouve ça assez beau. Oli. Ouais, bon, j'arrive un peu après la bataille, mais je suis globalement d'accord avec l'interprétation de Manu. Moi, je trouve que
J'adore en fait le début du film. Je trouve que la scène de la veillée funèbre, par exemple, je trouve que c'est une super scène. Je trouve que en fait, j'ai envie d'aller habiter à Bakurao parce que j'ai envie d'être avec ces gens qui sont tout en couleur. Le film en fait, il est à l'image de ce village, c'est-à-dire qu'il est un peu chaotique, il est très libre et il part un petit peu dans tous les sens, mais il est fondamentalement attachant. Voilà, donc moi je me suis vraiment plu dans ce village. C'était un peu le village d'Astérix, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as même le barde, quoi. Avec un peu plus de gens à poil que chez Astérix. Voilà, tout à fait. Mais il y a un truc comme ça où ils sont paillards, ils ont pas de religion. Enfin, ils ont rempli l'église de fournitures. Voilà, ils ont pas besoin de ça. Il y a des ménestrels qui chantent. Ouais, non, mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était voilà une espèce d'image un peu chaotique et un peu de bien-être et de bien vivre ensemble, même si je déteste cette expression. Voilà, et après, c'est sûr que quand entre guillemets, les méchants arrivent, ben, je trouve que là, il est beaucoup moins inspiré dans l'espèce de satire des mecs qui sont occidentaux que dans le portrait qu'il fait de ce village. Et là, en effet, je trouve que c'est assez lourdingue et que ça m'intéresse pas tellement, quoi. Malgré tout, il y a des scènes qui sont super réussies. Je trouve la scène qui fait... avec la lampe torche et les enfants qui s'éloignent progressivement du village, je trouve que c'est une scène qui est super bien gérée et qui est gérée au niveau voilà, purement du film d'épouvante, et je trouve ça assez bien fait. C'était assez réjouissant. La scène de j'ai appelé ça, j'ai écrit l'arrosage de plantes à poil était aussi très chouette, quoi. Je veux dire, il y a régulièrement des idées qui te ramènent dans le film, même si en effet le film est un peu bordélique et un peu parasité par certains trucs qui sont accessoires. Moi, par exemple, le coup de la soucoupe volante, j'ai trouvé ça vraiment con et pas très intéressant. Après, les références appuyées à Carpenter, j'ai pas trouvé ça non plus hyper bien, il utilise bien placé. Du Carpenter dans la BO, mais à part ça. Après, pour le coup, les éléments que tu cites comme con, la soucoupe, moi, ils me sortent du film. Je me dis effectivement, c'est lourdingue, mais par contre, ils sont quand même rattrapés plus tard par les explications et par des scènes qui viennent l'expliquer. Donc finalement, j'en sors pour y rentrer après, donc c'est pas vraiment tant un problème. Je pense que le film se veut d'une morale anarchiste, et c'est parfois peut-être un peu dommage qu'il soit chaotique dans son propos, parce que on ne le rappelle jamais assez, mais anarchie et chaos ne veulent pas dire du tout la même chose. Tu veux dire que ça veut pas dire Todd Phillips ? Très bien, on va finir là-dessus et on va passer maintenant au film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. De la jeune fille en feu. Nous parlons donc maintenant du 4e long métrage écrit et réalisé par Céline Sciamma après Naissance des pieuvres qui révéla Adèle Haenel, puis Tomboy en 2011 et Bande de filles en 2014. Depuis Bande de filles, donc 5 années qui se sont écoulées jusqu'à aujourd'hui, et Portrait de la jeune fille en feu, 5 années durant lesquelles Céline Sciamma a notamment écrit le très remarqué Ma vie de courgette de Claude Barras. Prix du scénario au dernier festival de Cannes, Portrait de la jeune fille en feu se déroule à la fin du XVIIIe siècle sur une île bretonne. Marianne est une jeune peintre engagée par une comtesse pour faire le portrait de sa fille Héloïse. Ce portrait étant destiné au futur époux milanais de la jeune Héloïse qui vient d'être sortie du couvent. Mais cette dernière refuse le mariage arrangé et donc elle refuse aussi de poser. Au casting, on retrouve Adèle Haenel, Noémie Merlan, mais aussi la jeune Louana Bajrami dans le rôle d'une jeune servante, ou encore Valeria Golino, l'inoubliable Ramada du diptyque Hot Shots. La photographie est de Claire Maton,
habitué des films de Maïwenn et d'Alain Guiraudy, qui a aussi travaillé sur Atlantique de Mati Diop, dont nous parlerons peut-être au mois de décembre, si j'arrive à convaincre mes congénères. Julien, tu vas commencer sur le film de Céline Sciamma. Qu'en as-tu pensé ? Il m'a laissé un sentiment mitigé, ce film. Je trouve que il y a des qualités au cinéma de Sciamma et dans ce film ici qui sont presque des qualités littéraires, j'ai trouvé. C'est-à-dire dans la façon de construire le récit patiemment, dans la façon de construire des images et de développer de l'imaginaire qui par rapport à ces images et par rapport à ces attentes. Et je trouvais qu'il y avait presque du Flaubert dans la manière d'introduire les personnages. C'est de créer le désir, de créer l'attente. Par exemple, le personnage d'Héloïse, donc, qui est beaucoup teasé, c'est-à-dire on en parle on en parle avant, on attend quelque chose d'elle. On crée du désir, on crée quelque chose. Et évidemment, il faut qu'elle soit à la hauteur de ses attentes. Et je trouve que le film est assez bien résumé, donc je ne vais pas spoiler, mais dans le dernier plan, parce que je trouve qu'il y a des très belles choses et des choses assez agaçantes. Et ce dernier plan, je crois que de toute façon, c'est pas un grand spoil, c'est le visage fixe, un plan fixe sur Adèle Haenel. Et je trouve qu'il est très beau, après tout ce qu'on a éprouvé, tout ce qu'on a vécu dans le film, et qu'en même temps, il est très long. Et il y a une sorte de complaisance, je trouve, justement, à la filmer, une sorte de presque de larmoyant qui commence à s'attarder sur elle. Et je trouve que c'est un peu le symbole du film qui est sur un équilibre précaire souvent. C'est-à-dire qu'il y a des très belles choses, même dans le jeu, et en même temps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, dans le jeu, dans la naissance du désir, dans tout ce qui est muet, dans tout ce qui est l'envie, la rencontre, etc., vis-à-vis de l'autre, c'est très bien joué, c'est très bien filmé, la naissance de ce désir. Et en même temps, une fois qu'il y a des dialogues, ça peut vraiment se casser la figure. Notamment parce que c'est des dialogues un peu surannés, un peu vieillots, d'une langue qui est passée. Et donc, la façon dont ils vont sortir est très artificielle. Ils parlent par exemple d'Orphée et d'Eurydice dans une longue scène à table. Je trouve la scène abominable. Et en même temps, dans la façon dont je disais, dont elle a de filmer le désir, l'attente et de frustrer ce désir, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intelligent. Parce qu'on croit toujours qu'il va se passer quelque chose, on espère toujours, et finalement ce désir est cassé. Et je trouve que ça crée quelque chose sur le spectateur qui reste avec le film. Et alors, bon, je pourrais en parler après, mais il y a des fulgurances, je trouve, de scènes, en dehors de choses qui ne fonctionnent pas, qui sont par exemple la scène autour du feu, avec un long échange de regards entre les deux. Là, je vois vraiment la montée du fantasme, l'érotisme qui monte avant d'être... voilà, ça finit dans une grotte, etc. C'est une très belle scène, je trouve. Mais voilà, un sentiment mitigé, donc. Bah écoute, j'ai eu un sentiment aussi mitigé par rapport au film, mais plutôt globalement très positif, mais je crois que j'ai ressenti à peu près complètement l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, le problème principal que j'ai avec le film, c'est que je trouve que justement la naissance du désir, je suis pas au diapason de ce qui se passe entre les deux filles. Ça, c'est mon principal problème, ça je le ressens pas. Mais je trouve que le film, il faudrait peut-être parler de ce qu'il n'est pas. En fait, déjà, il est assez épuré au niveau de la mise en scène. Il y a, pour un film en costume, tu vois, 18e siècle, les décors sont assez vides. Les costumes sont souvent plutôt résumés à une couleur. C'est très codifié. Et puis après, c'est pas du tout un film qui, justement, se joue sur le dialogue. Je trouve que c'est un film qui en dit énormément par ses cadrages, par justement les jeux de couleurs, par son découpage. Je trouve que justement Sciamma, elle essaye d'épurer, de mettre au maximum en cinéma. À plusieurs moments, régulièrement dans le film, je me suis dit waouh, ça c'est quand même du cinéma qui en jette, quoi. Bon, par exemple, tu t'en as parlé, pour moi c'est pas un processus, ça peut être un processus littéraire, mais là c'est purement cinématographique, la manière dont elle va retarder la première apparition d'Adèle Haenel avec ce long plan qui la suit jusqu'à la course, etc. Moi j'ai trouvé ça vraiment, j'étais accroché par le film, et même l'entrée dans le film, bêtement l'entrée dans le film, enfin pas les jeux de regard, mais dès qu'on est dans le flashback sur la barque, tout est dans l'action, il n'y a aucun mot qui est dit quasiment, et
juste par le geste que la fille va faire, eh ben, tu as déjà une idée du personnage, tu es déjà avec elle. Ça, je suis d'accord, mais déjà un personnage l'entrée du fort. film, elle est autre que ça. Hein. Elle est avec une scène de peinture et de modèles Non, qui mais posent. ça, mais et je trouve que les scènes de peinture sont d'ailleurs souvent longues et lentes. Mais après, justement, l'entrée, c'est un film. C'est là où je suis pas non plus d'accord avec toi sur le dernier plan, parce que moi, le dernier plan, je trouve qu'il est très beau justement dans sa longueur, parce que c'est un film que immédiatement après la séance, j'ai eu envie de revoir déjà, parce que je trouve c'est un film qui développe un discours sur le regard, sur le souvenir, sur la valeur du souvenir par rapport à l'instant présent, sur un discours méta par rapport au cinéma, clairement, parce que bon, c'est quand même l'histoire d'une nana qui est engagée pour regarder Adèle Haenel et la peindre, et Céline Sciamma, dans son premier film et dans celui-là, filme Adèle Haenel. Et que le cinéma n'est qu'une histoire de regard. Oui, voilà, très clairement. Mais bon, là, c'est vraiment le sujet. Et je pense que le message, ou en tout cas ce que Céline Sciamma a à dire à propos justement du regard et du souvenir, ça m'a un peu échappé, je crois, dans le film à une première vision, et j'ai envie de le revoir pour ça. Après, je trouve que la fin du film, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très émouvant. Et il y a une autre scène que j'ai trouvée très émouvante, c'est celle où Noémie Merlan va esquisser une scène d'avortement. Et j'ai trouvé que dans cette scène-là, il y avait vraiment quelque chose de féministe qui est pas dans le discours, mais qui est purement dans les actes. Et je trouve que ce que ça raconte de la prise de pouvoir féminine à ce moment-là, notamment elle, par rapport à sa position de peintre, qui peut pas peindre certains sujets, etc. Et le fait de prendre ce sujet-là, j'ai trouvé ça super beau. Vous avez beaucoup parlé de quelque chose quelquefois d'un peu littéraire où justement Olivier n'était pas forcément d'accord. Moi, je dirais que c'est la problématique que j'ai vis-à-vis du film, que j'ai plutôt apprécié, c'est que je trouve qu'il est un peu trop littéral dans ce qu'il veut dire. Et donc, il est très symbolique dans la manière, justement, c'est assez beau justement quand justement elle s'en parle du cinéma pour traduire ça, notamment tout ce qui est la manière dont elle va dilater l'arrivée et retarder l'arrivée d'Adèle Haenel dans le récit. C'est très beau. Il y a notamment en ce moment où tu penses la voir arriver, enfin de compte ce n'est que la domestique qui arrive à porter la robe. Il y a plein d'idées comme ça qui sont très belles, et c'est pas le fait que ça soit du vieux français que ça me pose problème dans les dialogues, c'est qu'en fait à des moments les dialogues surlignent ce qui est déjà évident à l'image. Et moi, c'est assez prégnant. Il y a un moment, un enchaînement de 3 scènes qui sont la scène où elle est dans la cuisine et elle discute avec la domestique et elle dit à la domestique que je la vois peu sourire. Et la domestique lui répond, mais vous avez essayé de la faire sourire. Scène d'après, échange entre la mère d'Adèle Haenel et la jeune peintre, et elle fait éclater de rire la mère, et la mère lui dit « Ah, mais pour rire, il faut être 2 ». Scène suivante, elle se retrouve en train de peindre le portrait, et elle regarde une chaise vide. À un moment, cet aspect hyper littéral, surligné, pose problème. Et moi, j'ai ce problème-là dans le film. Les dialogues ne me posent pas problème quand ils sont juste des dialogues échangés entre les personnages, mais quand on vient me surligner ce qui est déjà évident à l'image, puisque justement, elle travaille dans une épure telle que tu comprends tout de suite, c'est évident que tout se passe dans ce regard, et ça. C'est à ce moment-là que je trouve qu'elle échoue, et que par exemple, je ne rentre pas dans le plan final, que toi, tu trouves trop long. Moi, c'est pas le problème que je le trouve trop long, mais je ne suis pas au diapason comme Olivier, parce que tout simplement, tout est surligné. Il me surligne ce que je dois voir dans ce plan-là. Tout a été trop écrit dessus, et en fait, je n'arrive pas à vivre ce plan-là. Et donc, je vois, pour moi, Adèle Haenel dans sa mauvaise phase, en train de surjouer, parce que je trouve qu'autant elle a des éclairs de lumière à bien de moments dans le film, mais tout ce qui est le moment où elle doit jouer le côté maussade du personnage, je trouve que c'est un peu difficile à avaler. Tu parles d'un film qui surlignerait ses intentions. Moi, je vois un film qui fonctionne tout du long en parallèle de la construction d'un portrait, et qui du coup avance trait par trait et en repassant parfois sur certains traits. On n'est pas sur une optique de surligner un propos, mais juste de construire un ensemble par bribes. Et c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien, qui est très très beau, qui est une belle idée. Après, moi, le film m'a paru d'emblée brillant, mais extrêmement rigoureux, mais aussi très, très cérébral, avec un découpage parfois quasi mathématique, à nouveau, presque comme les coups de fusain qu'on voit au début sur la toile blanche, de cette même manière, comme ça, comme si le film avançait par traits évidents, comme ça, de manière évidente. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à ces traits au fusain et tout ça, je trouve qu'il y a là
Il y en a plusieurs qui apparaissent, mais il y a une première apparition à un moment donné dans le film d'Adèle Haenel en blanc virginal que je trouve assez magnifique. Justement, je vois pratiquement une peinture dans ce plan et ça me fait penser à ce que tu es en train de dire. Sauf que tu as au milieu du film une scène qui t'explicite exactement ce que tu dois voir dans cette scène-là. Et quelle est la symbolique de cette robe blanche. Et c'est ça le problème. Parce que moi, je trouve ça un peu théorique quand tu me dis que elle repasse. Mais à un moment, quand elle le verbalise, ok, ce que je voulais te montrer par l'image, c'est ça, ça me pose problème. Parce que je trouve qu'elle a été brillante avant et je me dis, mais pourquoi ? Je suis pas bête. Fais-moi confiance en tant que spectateur. Peut-être, mais moi j'ai tout de suite été pris par le projet parce qu'elle me proposait. Comme je disais, cette proposition extrêmement cérébrale, je suis tout de suite rentré dedans et je me suis dit, ok, le film va proposer ça, il va falloir rentrer là-dedans, il va falloir un peu à la fois comprendre les images et prendre ce qui va être donné en plus. Parce que non, mais justement, elle fait le processus inverse, parce que justement, elle va surligner ces images. C'est pas justement super cérébral, ça, c'est justement un petit peu littéral plutôt que cérébral. Moi, là où je trouve ça très cérébral, c'est toute la narration est basée sur le fait de construire un portrait, un tableau. Il y a un truc qui est bizarre avec Adèle Haenel quand même, parce que là, je reviens plutôt sur le côté de Manu, mais parce que au début, Adèle Haenel en femme du XVIIIe siècle, j'ai du mal, j'y crois pas trop. Et elle a un côté, je sais que à chaque fois qu'on parle de Adèle Exarchopoulos, vous dites ouais, elle a un côté street. Eh ben, Adèle Haenel, elle a un côté comme ça, je trouve très moderne, très contemporain, et du coup, j'ai un peu de mal en fait à accrocher à son personnage, à y croire, mais en même temps, je trouve que c'est quand même futé sur le propos du film et ce que ça raconte, parce que c'est un personnage qui est fondamentalement en avance sur son temps et en révolte, et je trouve que enfin, voilà. En tout cas, ça m'a intéressé. Tout le film est comme ça, je trouve. Tout le film est un peu bizarre dans son époque. Je trouve même, comme tu dis, les intérieurs sont trop épurés. Il y a un côté un peu trop moderne, en fait, même enfin, quand je dis trop, c'est pas péjoratif. Hein, je pense, oui, comme tu dis, c'est parce qu'elle imagine un monde, c'est un peu un monde rêvé, en fait, hein, ce qui se passe. Et c'est toute cette super idée de la retraite insulaire, comme ça, qui permet d'un peu faire un monde qui n'avait pas trop lieu d'exister à cette époque-là, en éloignant tout homme, tout regard masculin, comme s'il n'existait simplement pas, ou en tout cas que de manière théorique, ce qui permet en plus pour moi d'éviter une réflexion, un discours politique ou sociétal sur la relation qui est montrée. Laisser la relation pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente. En fait, j'aime la manière dont elle arrive à filmer des strates de souvenirs palpables. Je sais pas, je ne peux pas l'expliquer autrement, mais il y a vraiment tout le film est une sorte de flashback, et j'aime beaucoup cette idée, cette approche qu'elle a, et toute la réflexion qui va avec sur le fait d'observer son temps, un présent, mais à travers le souvenir, et donc en le restituant, pardon. Et le film fonctionne toujours comme ça. Tout fonctionne un peu toujours avec son contraire, avec un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'une chose donne toujours lieu à ce qu'il y a en face. C'est pour ça que je dis que c'est un film très cérébral. C'est peut-être moi qui surinterprète, mais tu surinterprètes jamais pourtant, Lucien, d'habitude. C'est pas du tout ton style. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'outre la poésie de beaucoup d'images proposées, ça donne un film instable, en fait, comme le sont les plus grandes passions. Des images qui sont parfois, ce qui pourrait paraître sur le papier totalement improbable, et qui en fait fonctionnent. Par exemple, un truc, je lis ça sur le papier, j'achète jamais, mais l'autoportrait à travers le miroir sur le sexe de la partenaire, ou bien une scène que je trouve bouleversante d'avortement entouré de femmes de tout âge, dont un enfant, et comment le personnage va, au cours de cet avortement, aller rechercher un certain réconfort dans une caresse d'un nouveau-né. Je trouve ça absolument magnifique. J'aime aussi énormément la manière dont, d'un pur point de vue mise en scène, il y a très peu de mouvements de caméra, mais quand ils arrivent, ils prennent tout de suite, je trouve, une ampleur hallucinante, qui crée pour moi vraiment un embrasement d'essence. En fait, je trouve même que certains mouvements de caméra sont mélodramatiques, juste par leur mouvement, parce qu'ils arrivent. Elle est tellement économe dans les mouvements de caméra que quand ils arrivent, il y a tout de suite une ampleur qui s'en dégage totalement. J'ai pas compris, Lucien. Est-ce que tu aurais aimé le film ?
Je crois qu'il la détestait, mais qu'il a du mal à l'exprimer. Je crois que c'est ce que j'ai vu de plus beau dans le cinéma français depuis très longtemps. Depuis Amour d'Anneke, je crois. Très bien, merci. Donc maintenant, nous allons entendre Harry Callahan. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dernier tour de table de cette transmission numéro 34, les conseils. Et donc, nous allons commencer avec monsieur Julien Rombaud. Julien Rombaud, qu'as-tu dans ta besace à nous proposer ? Eh bien écoutez, je vais conseiller un documentaire qui est sorti il y a au moins une année sur la plateforme Netflix qui s'appelle Jim et Andy, qui est réalisé par Chris Smith. Le frère de Will. Et qui est en fait réalisé à partir des images tournées lors du tournage de Men on the Moon de Milos Forman. Et donc qui s'attarde un petit peu sur la relation complètement schizophrénique, et c'est assez fascinant de voir à quel point Jim Carrey se plonge totalement dans le rôle au point d'en devenir assez imbuvable, au point d'être complètement incontrôlable pour le réalisateur qui est pourtant expérimenté. C'est assez fascinant parce qu'on voit les arcanes du génie ou de la folie, c'est selon dans laquelle Jim Carrey jusqu'où il peut aller pour interpréter son rôle. Et jusqu'où ça peut le pousser surtout. C'est quelque chose qui va toujours le marquer et qui le marque encore aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci monsieur Rombaud. Nous allons enchaîner avec monsieur Alf Lantz. Moi, je n'avais pas préparé grand-chose, donc je vais vous conseiller en fait d'écouter ou de lire plus ou moins n'importe quelle interview de Céline Sciamma, qui est quelqu'un qui parle extrêmement bien de cinéma et de son cinéma. Voilà. Et la meilleure interview que tu as vue ou lue, c'est où ? La meilleure, je sais pas, mais pour vous dire à quel point elle est douée, je l'ai entendue sur la première l'autre jour et c'était pas mal. Merci. Alors, je vous signale que le 6 novembre prochain sortira le film long métrage d'animation J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. C'est l'histoire d'une main qui cherche son corps et le film a quand même se traîne une belle réputation depuis le festival de Cannes où il a été dévoilé. Et pour vous préparer à ça, vous pouvez accéder très facilement sur Vimeo à 3 courts-métrages réalisés par Jérémy Clapin qui sont Une histoire vertébrale, Schizyne et Palmipedarium. Des courts-métrages qui sont pleins de spleen, de fantastique et de poésie. Il y a un petit côté Charlie Kaufman comme ça. Et je vous conseille particulièrement Schizyne, l'histoire d'un mec qui est frappé par une météorite et qui dès lors va devoir s'habituer à vivre à 91 cm de lui-même. Vous voyez pas ce que ça peut donner ? Bah regardez le film. Manu. Moi, je vais vous conseiller une BD qui vient de ressortir. Je crois que c'est Delcourt qui édite ça. C'est l'adaptation qui a été faite par Mike Mignola, qui est donc l'auteur de Hellboy, qui avait fait la novélisation, la BDisation du Dracula de Coppola, qui suit assez à la lettre le scénario de Coppola et que je trouve en fait beaucoup plus réussi que le film de Coppola. Donc, quoi ? Voilà. On en reparlera un autre jour. Et nous avons le regret de vous annoncer que le prochain épisode de Transmission se fera sans notre MC préféré, puisqu'il est désormais mort d'un pieu dans le cœur. Non, mais j'ai pas lu en fait la BD de Mignola, même si j'aime beaucoup Mignola, mais j'aime beaucoup le film de Coppola aussi, même s'il a des défauts. Il est un peu tout kitschouille, mais il est quand même très intéressant, je trouve. J'aime beaucoup le film de Coppola, mais il a des aspects, à mon sens, des fois, limite un peu bis par moment. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera bientôt pour un 35e épisode de Transmission, dont on n'a pas encore une idée du programme. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés. Bye bye.